Bonsoir à tous, nous sommes en direct sur Canal Algérie dans votre émission Enjeu. Merci de nous retrouver. Nous vivons des moments historiques. Nous allons renaître des cendres de Raza. Voilà quelques slogans scandés par les Razaouis lors des célébrations de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans l'enclave. Après 471 jours de massacres et de génocide sioniste, l'accord de cessez-le-feu tant espéré, tant attendu a fini par être concrétisé sur le terrain dimanche matin à travers une première phase marquée dans un premier temps par un échange de prisonniers palestiniens et de présumés otages israéliens. Nous allons lors de cette émission tenter d'en savoir plus sur les prochaines étapes, parler du contexte dans lequel l'accord a été scellé et quelles pourraient être justement les conséquences de cet accord avec nos invités. Tout d'abord ici sur le plateau, nous sommes en compagnie ce soir de Abdelkader Soufi, politologue spécialiste des questions sécuritaires et stratégiques. Bonsoir Abdelkader Soufi. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Bonsoir. Merci. Ahmed Halfaoui, journaliste spécialiste des questions internationales, est également notre invité. Bonsoir Monsieur Halfaoui. Bonsoir. Et avec nous depuis Bruxelles, Hamdan Al-Damiri, coordinateur des Palestiniens en Belgique. Bonsoir Hamdan Al-Damiri, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous. Et depuis Raza, nous avons avec nous en ligne Ziad Meddour, professeur à l'université Al-Aqsa. Ziad Meddour, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, nous allons commencer d'ailleurs avec vous, Ziad Meddour. Vous avez vécu presque 1 an et demi un véritable enfer sur Terre, en perdant vos concitoyens, des proches, parfois des proches, des voisins, près de 47 000 martyrs depuis le début de cette agression sioniste. Comment vous vivez justement ces moments? Décrivez-nous un peu comment se sont déroulés pour vous les 2 derniers jours depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Bonsoir, merci à votre canal algérien de cette invitation et merci d'aborder ce sujet très sensible pour nous les Palestiniens. Donc, 3 jours difficiles, c'est vrai, il y avait un peu de soulagement pour les Palestiniens de Gaza, après 15 mois de carnage, d'agression horrible, de génocide et de destruction massive de la famille, notamment au nord de la bande de Gaza. Mais depuis dimanche à 11h15, il y a l'entrée en vigueur de cet accord de cessez-le-feu. Donc, il y a 3 sentiments. Il y avait un sentiment de soulagement pour les Palestiniens de Gaza après tant de souffrance, de malheur, de douleur. Après, il y a un sentiment de joie. Donc, les Palestiniens sont descendus dans la rue pour exprimer leur joie. C'est vrai, il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de martyrs et de blessés, mais la joie, c'était une joie exceptionnelle pour dépasser une période très difficile, donc jamais vécue dans l'histoire récente, donc 460 jours de... Oui. Massacre, de génocide. Et troisième aspect, troisième sentiment de prudence, parce qu'on sait que l'entité sioniste n'a jamais appliqué les accords signés. C'est pour cela, en 2 jours, ça veut dire il y avait une petite amélioration. Par exemple, les Palestiniens, ils ont retrouvé leur maison détruite, donc il y a un sentiment de colère, de tristesse, mais les aides humanitaires, ils ne sont pas, donc, notamment dans le nord, les camions, ils sont seulement 30 camions qui rentrent. Justement, Ziad Meddour, oui. Alors vous dites, je sais que vous faites partie des habitants du nord de l'enclave de Raza. Est-ce que les familles, est-ce que les habitants du nord ont réussi à rejoindre facilement leur foyer? Écoutez, donc la bande de Gaza, dans le nord de la bande de Gaza, il y a actuellement 600 000 Palestiniens, 400 000 qui habitent dans la ville de Gaza et 200 000 qui habitent dans le nord. Donc les 200 000 ont quitté la ville de Gaza pour rejoindre leur maison détruite à Jabalia, à Beth Hanoun et à Beth Lahiya dans le nord de la bande de Gaza. Mais ces gens sont très tristes parce qu'ils ont retrouvé des ruines de leur maison, ils ont trouvé des décombres, ils ont trouvé leurs maisons, leurs immeubles détruits totalement. Donc voilà, donc il reste samedi prochain, quand il y aura le retour de 900 000 Palestiniens, parce qu'il y avait 900 000 Palestiniens qui vont retrouver de nouveau le nord de la bande de Gaza, et ce sera catastrophique parce que eux, ils étaient éloignés de leur maison, de leur immeuble, de leur quartier, et ils vont trouver donc
la colère, la tristesse, donc après 15 mois d'éloignement de leur quartier, de leur maison. Alors l'un des défis des Razaouis est bien entendu la reconstruction de l'enclave, mais aussi il y a également l'obstacle, ce blocus imposé par l'entité sioniste contre l'aide humanitaire. Est-ce que vous percevez depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu d'un assouplissement? Est-ce qu'il y a plus d'aide qui accède plus facilement à la bande de Gaza? Il y a une petite amélioration, mais normalement, selon l'accord, c'était prévu l'entrée et l'acheminement de 600 camions qui entraient l'enclave palestinienne par jour. 300 oui. Dans le sud, 300 dans le nord. Or, dans le nord de la bande de Gaza, qui a beaucoup souffert pendant cette agression, il y a seulement 30 à 70 camions qui sont rentrés. Donc, il faut attendre les jours qui viennent. Donc, on a vu qu'il y a une petite amélioration, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas vu les 300 camions prévus dans l'accord qui sont passés dans le nord de la bande de Gaza. Donc, à mon avis, il faut attendre 2-3 jours pour voir est-ce que vraiment il y aura 300 camions qui entrent, même s'il y a une petite amélioration, mais c'est pas comme prévu parce que les besoins sont énormes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une vraie famine. Il y a un vrai blocus sanitaire et alimentaire imposé, notamment au nord de la bande de Gaza, depuis le début de cette agression. Eh bien, merci pour ce témoignage, Ziad Meddour, depuis Gaza. Et vous pouvez, bien entendu, rester avec nous si vous souhaitez participer à ce débat. On va justement parler plus en détail de cet accord de cessez-le-feu qui, rappelons-le, devrait être concrétisé en 3 phases. On dit qu'il s'agit du même document qui a été mis sur la table par Biden, je crois, en mai dernier. Ahmed Hashlaf, comment expliquez-vous qu'il a été... Halfaoui, excusez-moi. Monsieur Ahmed Halfaoui, comment expliquez-vous qu'il soit donc validé aujourd'hui? Moi, je crois que quelque chose a joué. C'est l'arrivée prochaine, l'arrivée imminente de Trump, qui est beaucoup plus dans le pragmatisme, on peut dire, économique, protestant, et qui ne veut pas hériter d'une patate chaude. Et qui a poussé à ça. Oui. Et il veut que ça soit apaisé, quitte, bon, on verra, c'est-à-dire quitte à plus tard revoir ses billes. Donc, selon vous, la passation entre les deux administrations... Je pense que ce n'est pas le gouvernement qu'on dit démocrate qui a poussé à ça. Hein. Je pense que ça vient du camp Biden, du camp Trump. Enfin, c'est ce que disent pratiquement la plupart des analyses concertées. Abdelkader Soufi, c'est le contexte qui a joué en faveur de la concrétisation de cet accord? Absolument. Mais je pense que pour l'accord, au fait, ce n'est ni de Biden ni de qui que ce soit, c'est le projet qui a été proposé par la résistance palestinienne et qui a été donc repris par l'entité sioniste. Et à chaque fois, il a été reporté. Mais oui. En réalité, avec l'avènement de Donald Trump au pouvoir, donc, il voulait assainir le terrain pour pouvoir mettre en place son programme. Et donc, la pression qui a été exercée par Donald Trump, notamment avec son émissaire, maintenant on le sait, son émissaire, celui qui a participé aux négociations, a parlé d'une main ferme avec le chef du gouvernement criminel de l'entité sioniste. Il a sommé d'accepter les accords qui étaient déjà préparés. C'est vrai, c'était durant la période de Biden, mais Biden n'a rien fait. Hein. Il n'a pas été l'auteur de ce programme. Et il reprend effectivement les phases qui ont été proposées, à savoir observer un cessez-le-feu, l'échange de prisonniers. Je dirais les prisonniers palestiniens et plutôt... Les prisonniers palestiniens. Non, je dirais les prisonniers sionistes et les otages palestiniens. Donc c'est plutôt le contraire par rapport à ce que diront les autres. Monsieur Hamdan al-Damiri, est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce qu'on peut dire que finalement les États-Unis ont réussi à imposer au gouvernement Netanyahou l'accord de cessez-le-feu?
Bonsoir d'abord à tout le monde. Moi, je pense que c'est un des facteurs, en fait. Oui. C'est un des facteurs importants pour arriver enfin, je dirais, après 471 jours presque d'affrontement, pour arriver enfin à annoncer cet accord. Moi, je pense que l'arrivée au pouvoir de Trump a joué un rôle important puisque Trump lui-même, pendant qu'il était encore, je dirais, en attendant son arrivée le 20 janvier au pouvoir, il avait déjà annoncé lui-même personnellement qu'il souhaitait à ce que ces affaires de Gaza, ces affrontements de Gaza soient terminés avant qu'il prenne, je dirais, le pouvoir à la Maison-Blanche. Donc c'est un facteur important. Mais l'autre facteur important aussi, c'est les pertes israéliennes. Il ne faut jamais oublier que les Israéliens de leur côté perdaient tous les jours les soldats, tous les jours qui tombent grâce à la résistance palestinienne. Mais aussi, ce sont deux facteurs importants. À cela, il faut ajouter un facteur, je dirais, interne à Israël, c'est le facteur des familles, ce qu'on appelle les otages israéliens, si on peut appeler les otages israéliens. Donc les familles des personnes détenues à Gaza, effectivement, à mon avis, c'est le troisième facteur qui a joué un rôle. Mais à cela, il faut ajouter un facteur permanent, c'est l'opinion publique internationale qui demande, qui exige encore l'arrêt total d'un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza. Donc, à mon avis, ce sont la convergence de plusieurs facteurs qui ont abouti à ce que l'accord soit annoncé, je dirais, il y a quelques jours d'ici. Alors que c'est les mêmes accords en réalité proposés par les Américains le mois de mai. Et d'ailleurs, à l'époque, le président américain, il a dit, moi j'ai consulté Netanyahou, il était d'accord avec la proposition américaine. Et les Palestiniens, ils ont donné leur accord à l'époque. Mais voilà, les Américains, à mon avis, pendant toutes ces périodes-là, l'administration de Biden n'avait pas une vraie volonté de faire des pressions sur le gouvernement de Netanyahou pour arriver à un cessez-le-feu. Abdelkader Soufi, à vous entendre, à entendre vos analyses, on peut dire que l'entité sioniste est le grand perdant dans cette situation puisque ses objectifs n'ont pas été atteints. Moi, je pense que l'arrivée déjà de Donald Trump, c'est la plus grande défaite de l'entité sioniste, car le soutien indéfectible des démocrates, celui de Joe Biden, a fait que les États-Unis d'Amérique, à un moment, étaient complètement sous l'emprise de l'entité sioniste. Et ce clan-là a obligé les Américains, les États-Unis d'Amérique, à financer cette guerre aussi. Sans l'aide américaine et de l'OTAN, l'entité sioniste aurait été finie. Donc, quand on fait une lecture de cette guerre qui a opposé soi-disant une armée régulière à un petit groupe de résistants, ni les moyens qu'avait le Hamas, je dirais, de la résistance, n'étaient égal à ce que au mythe de la puissance militaire sioniste. Bien que il faut le dire, les États-Unis étaient au début, étaient l'allié stratégique de l'entité sioniste. Ils l'ont été. Bon, écoutez, ils l'ont été. Il y a l'AIPEC qui a un poids considérable aux États-Unis d'Amérique sur notamment les démocrates qui les poussent et qui, quelque part, ont fait de l'entité sioniste non seulement le 51e État des États-Unis d'Amérique, mais quelque part le chef d'orchestre de la politique américaine dans la région. Maintenant, Donald Trump a une autre vision. Son scénario est complètement différent de celui des démocrates. Lui, quand il était, nous parlions dans les coulisses, quand il était déjà président dans la première phase, avait projeté une stratégie pour faire face à la montée en puissance chinoise. Donc Obama avait mis en place la stratégie du pivot américain en Asie-Pacifique, mais ça n'a pas suffi. La Chine est restée quand même puissante et est arrivée même à l'interdiction de la mer, comme on l'appelle en termes stratégiques, le développement technologique, la puissance militaire et le développement économique. Donc, à cela, Donald Trump, donc avec ses conseillers,
ont élargi le champ de bataille avec les Chinois jusqu'au la mer Indienne ou l'océan Indien, en incluant l'Inde. Et là, ils ont créé le parallèle, l'autre route de la soie qui va de l'Inde vers l'Europe et qui passe par le Moyen-Orient. Oui. Lui, aujourd'hui, il a besoin d'une stabilité au Moyen-Orient pour faire du commerce et pour garantir une mise sur l'économie européenne. D'ailleurs, nous parlons tout à l'heure. On va y revenir. Donc, si l'on comprend bien, l'intérêt des États-Unis ou bien de l'administration actuelle, l'administration américaine actuelle, et si vous voulez, à travers cet accord de cessez-le-feu, créer une sorte de paix au Proche-Orient. Ahmed Halfaoui, est-ce que vous partagez? C'est-à-dire qu'on oublie une chose, c'est que ce qui s'est passé, c'est que pour la première fois dans l'histoire récente, le monde a un peu basculé. Oui. Basculé. Israël n'apparaît plus comme le petit État encerclé par de méchants Arabes qui cherchent à le détruire, mais comme un État génocidaire qui a fait bouger des millions de personnes, surtout en Occident, hein, parce qu'on n'a pas vu beaucoup de mouvements de masse dans les pays qu'on dit musulmans et arabes. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est que l'Europe et l'Occident ont été bouleversés par l'ignominie qui se passait à Gaza. Oui. Et pour la première fois de l'histoire, la question palestinienne a fait irruption sur la scène mondiale. Oui. Il ne s'agit plus d'un conflit israélo-palestinien ou israélo-arabe, mais d'une question coloniale, génocidaire, qui ne se cachait plus. Absolument. A tel enseigne que même l'Occident lui-même, c'est-à-dire Gaza, il n'y avait pas qu'Israël tout seul. Il y avait tous les États européens étaient engagés dans cette guerre tout l'Occident était engagé dans cette guerre contre Gaza. Je me rappelle le chancelier allemand qui refusait l'idée de cesser le feu. Le chancelier allemand, oui. Le pays qui a génocidé les Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale et qui se porte il interdisait pratiquer dans ses déclarations enflammées. Il y a cette culpabilité historique de l'Allemagne. Pour complicité. Non, ça ressemble plus à une obédience. Dans leur stratégie de contenir d'abord de la Russie, etc., et puis de compléter, c'est-à-dire de parfaire la destruction de toute action de résistance dans le monde arabe. Oui. Rappelons-nous, il y a quelques années, il y a une vingtaine, une trentaine d'années, il y avait quand même dans les pays arabes un front du refuge, on l'oublie. Ils ont détruit l'Irak, ils ont détruit la Syrie, ils ont détruit le Soudan, ils ont détruit ils n'ont rien laissé, quoi. Il ne reste plus. Alors l'Algérie... Permettez-moi, monsieur Ahmed Halfaoui. Je termine. Non, deux Alors, mots. Pour avancer dans le débat. Donc, grâce à la résistance palestinienne, c'est-à-dire qu'il faut leur tirer chapeau. Merci. Ils ont vu que la résistance palestinienne. Oui. La Palestine a réussi à s'imposer et n'a pas été détruite, malgré toutes les promesses faites par qu'ils appellent au mal la riposte au 7 janvier. Eh bien, pour une fois, la résistance palestinienne a montré sa résilience. Oui. Alors, au regard de toutes ces données, les données actuelles, la question qu'il faudra peut-être se poser aujourd'hui, cet accord de cessez-le-feu va-t-il tenir? Quelles seront, Hamdan Damiri, aujourd'hui les prochaines étapes? On sait très bien d'abord que nous sommes dans la première phase pour l'instant. Oui. La première phase va durer 42 jours, comme on le sait. Dans la première phase, les Palestiniens vont libérer plus ou moins 33 Israéliens. Donc il restera d'autres, et surtout des militaires, je dirais, entre les mains des Palestiniens. Et parmi ces militaires, il y a 4 généraux parmi les militaires entre les mains des Palestiniens. Donc
les Palestiniens, ils ont bien, à mon avis, pendant les négociations, ils ont bien joué. C'est-à-dire, en refusant de libérer tous les détenus israéliens entre leurs mains dans la première phase. C'est-à-dire, ils ont accepté à ce qu'une partie soit libérée la première phase, justement pour la deuxième et la troisième phase. Oui. Et moi, je pense que la première phase va continuer sans doute, parce qu'il y a des échéances de libération d'un côté et de l'autre. En tout cas, les 42 jours vont passer, à mon avis. Maintenant, la deuxième phase, à mon avis, dépend aussi surtout des États-Unis. Surtout des États-Unis. Parce que si la décision entre les mains de Netanyahou et son gouvernement, ben, ils vont trouver le prétexte, je dirais, pour justement mettre fin à cet accord. Mais les pays qui ont négocié avec les Israéliens, c'est-à-dire le Qatar, l'Égypte, trois pays, moi je pense qu'ils ont un rôle important pendant la deuxième phase, justement pour les négociations. La deuxième phase, il est question de négocier la troisième phase, c'est-à-dire avant la fin de la deuxième phase, il est question que maintenant on arrive à un accord qui mettra le cessez-le-feu permanent en vigueur à ce moment-là, c'est-à-dire on termine avec la guerre de Gaza. Moi je pense que entre les mains des Palestiniens, il y a la question des otages, il y a un nombre important quand même des détenus israéliens, et de l'autre côté, je vois mal comment les Israéliens de leur côté vont reprendre, je dirais, l'hostilité pendant la deuxième phase. Et par conséquent, moi je pense que la deuxième phase va être une phase dure, parce que c'est une phase de négociation. Oui. Des négociations qui va arriver comment dirais-je, à annoncer un cessez-le-feu permanent au retrait total des forces israéliennes. Pendant ces négociations de deuxième phase, il y a deux points importants. Le point qui concerne le retrait des forces israéliennes complètement de la bande de Gaza, et je dirais l'autre chose aussi, c'est le retour de l'ensemble, je dirais, des Palestiniens déplacés et le cessez-le-feu permanent. Alors, on l'a compris, Handan Damiri l'a dit, je pense que le plus grand défi pour l'accord sera donc les deux prochaines phases. Abdelkader Soufi, tout dépendra du rôle que joueront les États-Unis et les médiateurs internationaux, mais également la volonté de l'entité sioniste de respecter également ses engagements. Je suis d'accord. Donc, au fait, tout dépendra de la volonté d'abord de l'entité sioniste de respecter ses engagements, car nous savons que depuis tout le temps, ils n'ont jamais été fiables dans leur approche. Et il y a aussi un autre élément qui peut être un des scénarios de retour à la guerre, c'est que le Premier ministre génocidaire, la justice sioniste l'attend. Ça veut dire en cas d'accalmie, automatiquement il sera resté en justice. Et il a toujours évoqué la guerre. Il faudra qu'il ne soit plus peut-être Premier ministre. Il faudrait que ce soit. Non, il y a deux choses. Ou qu'il ne soit pas Premier ministre, bah, ça c'est autre chose, ou que la guerre s'arrête. Parce que quand il a été resté, il a dit que moi j'attends, attendez au moins la fin de la guerre, parce que là je suis en train de vous défendre, de défendre les intérêts sionistes. Maintenant, pour les Américains, moi à mon avis la donne est différente. Car Donald Trump a une vision complètement différente de celle de Joe Biden. Oui. Donald Trump, c'est quelqu'un qui avance au jour le jour dans les négociations. Ce n'est pas un va-t-en-guerre, ça, on le sait. Bien sûr, ça n'a pas été son bâton de pèlerin, au fait. Ouais. Donc, il est plus dans une autre approche. Maintenant, si on revient à l'entité sioniste, qui a été, comme je disais tout à l'heure, donc très soutenue par l'Union européenne, par les pays européens où le sionisme est très fort et sous influence des démocrates américains, je dirais que la cause noble des Palestiniens, ils s'en foutent éperdument. Le sang propre des Palestiniens qui a été versé, ils s'en foutent éperdument. Mais si c'était un sang sale, bah ça c'est autre chose.
Ahmed Halfaoui, sur les conséquences que pourrait avoir cet accord de cessez-le-feu. Pour l'accord de cessez-le-feu, la première conséquence, c'est qu'on découvre que la résistance paye. Elle existe toujours. Hein. Bon, qu'elle paye, mais il faut pas être enthousiaste parce que les accords de paix, il y en a eu. Ils sont fragiles. Il y en a eu. Avec l'entité sioniste, depuis 1948, un petit groupe de réfugiés, un petit peuple qui est venu en exode, pauvre air, chassé par... On lui fallait une terre d'accueil et qui se sont mis à grignoter la Palestine et qui ne se sont pas arrêtés de la grignoter jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire il y a ce qui se passe à Gaza, mais il y a ce qui se passe aussi en Cisjordanie. Oui. C'est-à-dire en Cisjordanie, la colonisation continue. C'est-à-dire il y a en Syrie, maintenant c'est la Syrie qui est en jeu. C'est-à-dire il n'y a plus que le grand Israël. À la limite, ils peuvent concocter une paix durable à Gaza, mais ils vont s'occuper un peu de la Syrie ailleurs. Ouais. Il est bon de rappeler que tous ces événements, M. Halfaoui... Je termine. Les États-Unis qui ont dépensé... Je voulais vous relancer. Allez-y. Qui ont dépensé plus de 22 milliards de dollars à financer les bombardements sur Gaza. Oui. Il faut le dire. Biden et son équipe ont financé jusqu'à 22 milliards de dollars de bombardements. C'est le PIB de quelques pays africains, pour vous dire ce que ça veut dire. Et puis, ils pourraient, par exemple, en signe, pour appuyer ce cessez-le-feu durable, injecter l'équivalent, ou au moins une partie, dans la reconstruction, c'est-à-dire pour que les Palestiniens puissent jouir de ce cessez-le-feu. Parce que, comme l'expliquait notre ami à Gaza, il explique que les gens n'ont plus de maison. Ils sont des centaines de milliers à ne pas avoir de maison. Il n'y a pas d'hôpitaux. Les écoles ont été détruites, les infrastructures, l'eau, l'électricité, tout ça. C'est-à-dire les conditions de vie sont absentes maintenant à Gaza. Et puis tous les traumatismes. Eux qui se plaignent du moindre quand il y a une petite bombe qui explose quelque part, il y a des équipes psychologiques qui se mettent en place et tout. Imaginez les Palestiniens. Personne ne pense à ça. Oui. Ça doit être... Alors, non, je voulais vous dire que ces événements se déroulent sur fond du grand projet sioniste. On l'a souvent dit, messieurs. Ce qui est le plus important, peut-être aujourd'hui, c'est que cet accord puisse ouvrir une nouvelle ère dans le conflit israélo-palestinien, cause pour laquelle se bat bien évidemment la Palestine, et à ses côtés l'Algérie, en Conseil de sécurité notamment, l'Algérie qui depuis le début de l'agression sioniste à Gaza n'a eu de cesse d'appeler à un cessez-le-feu inconditionnel lorsque plusieurs pays de la communauté internationale s'alignaient encore sur les thèses de l'entité sioniste. Je vous propose d'ailleurs de suivre à ce propos le sujet de Yasmine Messaoudi. L'Algérie a insisté sur la nécessité d'un cessez-le-feu durable à Gaza, conditionné par un processus politique solide. L'Algérie a affirmé que tout cessez-le-feu doit être accompagné d'un processus politique sérieux et durable, fondé sur la solution des deux États afin de garantir sa pérennité. L'Algérie insiste sur le fait que l'avenir de Gaza doit être décidé uniquement par les Palestiniens, sans intervention extérieure, et que toutes les actions doivent respecter l'unité du peuple, du territoire et du futur palestinien. Elle reste aussi engagée dans la réconciliation palestinienne, indispensable pour mettre fin aux divisions internes. L'Algérie continue de soutenir les efforts humanitaires, insistant sur l'importance de l'unité nationale palestinienne, essentielle pour la réussite de toute solution durable. Permettez-moi d'abord de vous exprimer mes sincères remerciements pour la tenue de cette réunion importante au niveau ministériel sur la question palestinienne. Je souhaite exprimer ma profonde gratitude à l'Algérie pour ses efforts remarquables en faveur de la défense du peuple palestinien et de sa juste cause, ainsi que pour les actions entreprises afin d'inciter le Conseil de sécurité à adopter une position ferme en faveur d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.
Dans l'enclave palestinienne, la situation est désastreuse. L'Office des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a déclaré que 92% des maisons de la bande de Gaza, soit environ 430 000 maisons, ont été détruites ou endommagées au cours de l'agression sioniste qui a duré plus de 15 mois. Une situation qui renforce l'urgence d'un règlement politique pour mettre fin aux souffrances et garantir un avenir stable pour le peuple palestinien. Alors dans le sujet qu'on vient de suivre, on a vu des extraits de l'intervention du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf lors d'une réunion présidée cette semaine par l'Algérie au Conseil de sécurité. Le chef de la diplomatie algérienne qui parle de l'importance que cet accord de cessez-le-feu puisse d'abord être respecté dans sa globalité, mais aussi et surtout qu'il puisse déboucher sur une solution durable au conflit israélo-palestinien. Abdelkader Soufi. Moi, je crois qu'il faut être fier de l'Algérie et de ce que l'Algérie a pu faire pour la Palestine. Le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, a œuvré avec rigueur et a mis tout son poids pour que les Palestiniens puissent d'abord se réconcilier entre eux après la rencontre des différentes fractions palestiniennes ici en Algérie. La question palestinienne a été centrale lors du sommet arabe en Algérie, mais aussi donc depuis que l'Algérie est arrivée au sein du Conseil de sécurité, elle n'a pas cessé de faire bouger l'hiérarchie au sein de ce Conseil qui est, dirons-le, qui est devenu faible et qui est devenu sujet aux intérêts des uns et des autres. À force de forger, de travailler, d'œuvrer, les Américains eux-mêmes ont été obligés donc de ne pas mettre un veto parce qu'on a su contourner les vétos américains. Aujourd'hui, je pense que cette victoire de la Palestine, de ce cessez-le-feu, parce qu'il faut dire que ce sont les Palestiniens qui subissent le génocide à Gaza. Ce ne sont pas des Gazaouis, parce qu'il faut dire que la question concerne la Palestine et non pas une entité qui s'appelle Gaza. On a tendance à oublier que la question c'est la Palestine elle-même. Oui. Ce n'est pas une petite bande qui d'ailleurs qui ne représente pas, c'est une partie, c'est vrai, ce sont les Palestiniens, mais c'est pas ça la Palestine, c'est toute la Palestine. Et je crois que l'Algérie a œuvré de tout son poids pour que la question palestinienne d'abord renaisse de ses cendres comme un phénix. Oui. Et d'ailleurs, l'opposition palestinienne, après tout ce bombardement, elle est sortie grandie avec force et elle a exhibé sa force et cette capacité de tenir encore le coup. Ça fait mal à l'entité sioniste et aussi dans les chaînes occidentales. Oui. Je finis. L'Algérie, je pense qu'elle a joué un rôle très très important sur la scène politique et l'un des rares pays arabes qui a été comme soutien aux Palestiniens qui a eu le courage au moment de la disette, parce qu'aujourd'hui beaucoup de pays vont dire qu'ils ont ils vont savourer la victoire comme si c'était la leur. Mais en réalité, nous dirons que c'est la victoire des Palestiniens, mais du moins, l'Algérie a participé grandement à cette fête des Palestiniens. Elle ne va pas s'arrêter là, car ça, ce n'est pas la fin en soi, ce n'est pas l'arrivée, mais c'est la rampe de lancement d'un autre projet beaucoup plus important que celui d'abord de reconstruire une partie de la Palestine qui a été détruite par les bombardements, reprendre en main les Palestiniens à Gaza et ailleurs qui ont souffert du traumatisme de cette guerre, pallier au plus urgent, notamment le côté sanitaire et le côté alimentaire, parce qu'il n'y a pas que le bombardement qui a tué les Palestiniens, il y a aussi la famine. Ce n'est pas encore la fin. Vous avez l'air de clôturer, Ahmed Halfaoui.
pour le combat que mène justement l'Algérie au sein des instances internationales au profit de la Palestine. C'est une chance que l'Algérie soit restée, c'est le dernier pays du fond de c'est une chance que l'Algérie soit restée debout, parce qu'elle a pu jouer ce rôle quand même très honorable et qui a donné un punch assez important à la diplomatie internationale en faveur de la Palestine et qui a dû, je pense, avoir un impact assez profond au sein des masses palestiniennes. Chapeau. Cette attitude, vraiment, je suis fier de mon pays sur cette question. Oui. Je suis vraiment fier de mon pays. C'est-à-dire que le pays reste debout. Droit dans ses bottes. Dans ses bottes concernant cette question-là. Pour en revenir à ce cessez-le-feu, je pense que la confusion entretenue jusqu'à présent par les médias occidentaux et sionistes, la propagande sioniste, oui, c'est qu'il y avait une bande terroriste qui foutait la pagaille. Mais on était content de voir que dans les masses européennes qui manifestaient, elles disaient Free Palestine. Oui. Elles ne disaient pas Free Gaza, elles ont compris. Oui. Et j'avais lu... Pardon, mais c'est là le déphasage entre les peuples du monde, voilà, notamment les peuples occidentaux, les voix libres et leur gouvernement. Le plus remarquable, c'est qu'il y avait une explosion des ventes sur Amazon au moins, des livres concernant la Palestine. Oui. Une explosion. Le monde entier, des centaines de milliers de gens se sont dit, mais que se passe-t-il là-bas? Parce que jusqu'à présent, on avait des journalistes BCBG, le terrorisme, le conflit israélo-palestinien, ils ne disent plus israélo-arabe, c'est déjà bien. Ils disent israélo-palestinien, ce n'est pas un conflit, c'est une entreprise de génocidaire concernant un peuple qu'on a voulu... On va justement donner la parole à ce propos à Hamdan al-Damiri qui est avec nous depuis Bruxelles. Vous avez justement vécu tous ces moments de liesse à travers le monde au profit de la cause palestinienne. Et le ministre des Affaires étrangères, dans son allocution, a dit une phrase « Gaza n'est pas une terre sans propriétaire ». Oui. Tout à fait. Oui. Bien sûr, bien sûr. Donc, moi, je pense qu'au niveau international, il y a un élan de solidarité avec la Palestine. C'est avec la Palestine comme telle. Ce n'est pas seulement avec Gaza. C'est vrai, elle demandait aussi ce qu'on appelle un cessez-le-feu permanent à Gaza. Ça faisait partie et l'arrêt des génocides à Gaza. Mais aussi les gens... par des dizaines de milliers. Moi, à Bruxelles, on a déjà fait 5 grandes manifestations nationales ici à Bruxelles. On se prépare maintenant pour le 26 janvier, donc à une 6e manifestation nationale belge. Et dans chaque manifestation, la dernière, on était 70 000 personnes dans les rues de Bruxelles. Vous imaginez, 70 000 dans les rues de Bruxelles, des Belges, des Européens, des Arabes, des musulmans, etc., etc. On était tellement nombreux que c'est vrai, ça fait partie de ce qu'on appelle la pression internationale, surtout au niveau populaire. Donc c'est un élément très important pour l'avenir du combat palestinien. Oui. Cette solidarité internationale, il faut, à mon avis, construire tout le projet national palestinien dans l'avenir, dans sa dimension internationale, sur cette solidarité internationale, parce que Israël, il a perdu sur ce plan-là, il a perdu énormément. L'image d'Israël avant était une chose et l'image d'Israël maintenant c'est une autre chose. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, devant nous, il y a un combat avec plusieurs, je dirais, éléments. Et dans ces éléments, il y a ce qu'on appelle la solidarité internationale, sur laquelle on peut effectivement construire tout un projet ici dans les pays européens, aux États-Unis, etc. Mais aussi, il ne faut jamais oublier qu'à l'intérieur même des communautés juives, et surtout aux États-Unis, il y a un début de changement
surtout chez les jeunes juifs, dans les communautés juives, ils commencent à poser des questions sur la politique israélienne. Et même ils demandent aux pays dans lesquels elles vivent de prendre des initiatives pour mettre fin à cette politique israélienne qui nie complètement les droits des Palestiniens. Moi, je pense que nous sommes dans un monde qui évolue petit à petit, et par conséquent, je ne suis pas, personnellement, je ne suis pas pessimiste pour l'avenir de combat national palestinien, mais aussi, pour l'instant, je dirais, le défi le plus important devant les Palestiniens, c'est la reconstruction de Gaza. Et là, sur ce point-là, nous comptons sur nos frères arabes. Et l'Algérie peut jouer un rôle, comme il a joué un rôle politique, diplomatique au niveau international, sur le plan des institutions internationales, puisqu'il est membre du Conseil de sécurité. L'Algérie aussi peut jouer un rôle au niveau, je dirais, de la reconstruction de Gaza et surtout au niveau des infrastructures de Gaza qui sont complètement détruites pour l'instant. Abdelkader Soufi. Oui, en fait, donc moi je dirais que d'abord, c'est une victoire pour les Palestiniens sur tous les plans. Tous les plans qui ont été mis en place par l'entité sioniste ont été mis en échec, et c'est la plus grande claque. Je finirai par un point optimiste, par un scénario optimiste. Je dirais que l'entité sioniste, déjà après cette guerre, elle sera donc plongée dans une guerre, dans une crise économique sans précédent du fait de la guerre, car elle sera incapable de pallier donc au plus urgent. Je ne pense pas que les Américains ou l'OTAN puissent maintenant financer l'entité sioniste dans ses extravagances. Et enfin, je dirais que l'Algérie soutiendra donc indéfectiblement la cause palestinienne jusqu'à ce que nous aurons un État palestinien totalement libre, du moins pour moi, avec la capitale Al-Quds Sharif. Et voilà. Alors il est clair que cet accord, et vous l'avez dit, pourrait fragiliser donc le gouvernement actuel de l'entité sioniste. L'autre grand défi concerne peut-être plus les Palestiniens. Il est important, l'unité est importante plus que jamais, Ahmed Halfaoui. Je voulais juste poursuivre, compléter ce qu'ils disent. C'est-à-dire que le 7 octobre, et puis les bombardements qui sont suivis, ont constitué une rupture épistémologique dans l'analyse et dans le rapport à la question palestinienne. Une véritable rupture épistémologique. Le monde ne regarde plus avec le même œil, ni même les Israéliens eux-mêmes. Et on en arrive à ça. Les Israéliens ont été complètement déstabilisés. Même ils ont fait corps d'un point de vue, parce que la propagande est très forte, parce que pas mal de choses... Mais à l'intérieur, il y a une cassure. À l'intérieur, c'est une société en crise. En crise. D'abord, elle est de l'extérieur, ça ne paraît pas tellement. Mais de l'intérieur, déjà, il y a des déchirements terribles entre les différents groupes ethniques. Parce que ce qu'ils disent les Juifs du monde, mais c'est pas vrai. Il y a les Juifs de l'Est, il y a les Séfarades, il y a les Ashkénazes. Tous les sionistes ne sont pas juifs. Et puis il y a une crise économique, parce que le néolibéralisme s'est installé en Israël, parce que l'État n'avait plus les financements habituels pour financer ce qu'on appelle le rêve sioniste. Le rêve sioniste aussi s'est effondré. C'est-à-dire que l'Israélien est devenu pauvre. Il y a des pauvres, il y a des gens, des chômeurs, il y a des gens sans logement, il y a des SDF, il y a plein de choses qui se passent. Ça peut aider d'abord ça affaiblit d'abord l'entité sioniste sacrée qui pourrait exister, et puis le retour à la réalité des choses. C'est-à-dire que moi je prévois, je pense qu'il va se passer pas mal de choses, mais à l'intérieur d'Israël d'abord. Alors face à cette situation, M. Halfaoui, de la société sioniste elle-même, c'est-à-dire qu'il va vivre comme une société ordinaire avec ses problèmes et tout, c'est-à-dire avec ce qu'on connaît dans le reste du monde, mais au plus grave, parce que
après ce qui s'est passé à Gaza, ils ne peuvent plus, comme avant, l'appauvrissement, il faut payer il y a eu des gens qui ont été arrêtés, des centaines de milliers qui ont participé à la guerre et qui doivent revenir au boulot, etc. Donc la situation est plus que jamais difficile pour les Palestiniens. Je pense que vous parlez d'unité. Je pense que c'est le plus gros problème qui existe pour les Palestiniens. Donc, face à cette faiblesse de l'entité sioniste, l'unité est plus que jamais préconisée. Est-ce que ça va aider? Est-ce que ça va aider à ce que les Palestiniens recouvrent un peu raison? Non, les Palestiniens Abdelkader Soufi. Recouvrent un peu raison. Abdelkader Soufi. Je pense que les Palestiniens eux-mêmes n'ont pas ce problème. Hein. Non, ils ont tous. En termes de revenir à unifier le rang. Non, le problème peut-être il a été posé entre Fatah et Hamas à un certain moment, mais je parle de la globalité des Palestiniens. Le problème ne se pose pas. Peut-être le seul problème qui se pose, ce sont les Palestiniens qui sont à l'étranger de la Nekba, les 6 millions qui n'arrivent pas, qui ne sont pas intégrés déjà dans ces accords. On arrive pratiquement à la fin de l'émission. Justement, sur ce point, on aimerait donner peut-être le dernier mot à Hamdan Damiri, qui est palestinien et qui est avec nous depuis Bruxelles. C'est vrai, devant nous, les Palestiniens, il y a plusieurs défis maintenant. D'abord, il y a le défi de la reconstruction de Gaza, c'est un point très, très, très important. Et nous espérons que l'aide pour la reconstruction soit rapide, pour que les gens n'attendent pas alors que leurs maisons ils sont complètement détruites. Moi, je pense que pour l'avenir des Palestiniens, il est très important que les Palestiniens retrouvent leur unité, qu'ils mettent fin à cette divergence palestinienne. Et on a des accords. Le dernier accord, c'était à Pékin en Chine. Et on s'est mis d'accord pour l'installation d'un gouvernement national palestinien avec la participation de toutes les forces palestiniennes. Et même au Caire dernièrement, il y avait un accord palestinien aussi qui concernait le lendemain à Gaza. Oui, comment va être le lendemain de Gaza? Il y a un accord entre les Palestiniens, mais seulement chaque fois quand on arrive au stade de mettre en pratique l'accord, là il y a quelque chose qui est interdit. Qui surgit. Je pense qu'il est question maintenant, avec tout ce qui se passe dans notre région, il est question que les Palestiniens mettent enfin à ces divergences internes. Merci pour votre contribution, Monsieur Hamdan Damiri. Vous êtes coordinateur des Palestiniens en Belgique. Peut-être un dernier mot, Monsieur Soufi. On a fait le tour de On a fait le tour. Monsieur Halfaoui, merci. Ahmed Halfaoui, journaliste spécialiste des questions internationales, d'être avec nous. Monsieur Abdelkader Soufi, politologue spécialiste des questions sécuritaires et stratégiques, merci pour cet éclairage. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Peut-être on va rappeler également la présence avec nous depuis Gaza, le témoignage poignant de Ziad Meddour, donc professeur universitaire. Merci à lui, et puis merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant cette émission En Jeu. Très bonne soirée.